Bien. Alors, d'abord, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous avez envie qu'on reprenne sur la loi binomiale? Que ce soit le calcul, l'utilisation de la calculatrice, la formule à utiliser, dans quel cas on utilise la formule, dans quel cas on utilise la calculatrice, par exemple, des choses comme ça. Il y en a qui m'ont déjà posé des questions par mail, donc c'était bien, il ne fallait pas hésiter à le faire, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas fait. Oui. Alors. Ok, donc dans la calculatrice, alors il y a, en fait, c'est Hugo qui m'a posé la question. J'ai répondu à Hugo, je vais renvoyer un mail, j'ai presque hésité à l'envoyer à tout le monde parce que, en fait, il y a deux types de calculatrices. Il y a deux méthodes, souvent, alors je n'ai pas regardé sur la télé. Ouais, mais normalement ça marche assez bien aussi. Mais surtout, entre les graphes 90 et les graphes 35, c'est pas tout à fait la même chose. Les graphes 90 sont un peu plus permettent de calculer les probabilités de manière un petit peu plus simple. Mais donc je vais vous remontrer un peu les deux cas. Ah, ce que je vais faire, c'est que j'ai de toute façon, je peux vous les montrer, comme ça ce sera fait. Alors laissez-moi. Je vais pencher plutôt celle-là. Alors, on va commencer par la méthode avec la graphe 35. Et je vous montre après pour la graphe 90 déjà ce qu'on peut faire. Donc, dans la loi binomiale, donc si je résume un peu, voilà. Si je résume, pour notre loi binomiale, donc on dit que x suit la loi binomiale de paramètres n, p. Donc c'est l'idée, vous vous rappelez, qu'on a une variable aléatoire qui indique le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire une répétition de n épreuves de Bernoulli où on n'a que deux choix. Hein. Vous voyez l'arbre à chaque fois en deux étapes, on le répète n fois et on se pose la question, quelle est la probabilité d'avoir 2 succès, 3 succès, 10 succès, etc. Grand X est une variable aléatoire, elle peut prendre toutes les valeurs entre 0 et n. Minimum 0 succès, maximum n succès. P, c'est la probabilité de succès à chacune des épreuves. Okay, et avec ces deux paramètres-là, on va pouvoir vous demander quelle est la probabilité d'obtenir un certain nombre de succès, par exemple d'obtenir 7 succès. Imaginons, je préfère prendre un exemple, mais vous me dites si on va prendre n égale 50 et p égale à 0,31. Ça veut dire qu'à chaque épreuve, j'ai 31% de chance d'obtenir succès. Et donc 69% de chance d'obtenir échec. Et on va répéter ça 50 fois. On se pose la question, quelle est la probabilité d'obtenir 7 succès? Et on pourrait se poser la question, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 6, non, on prend un peu plus, inférieur à 15 succès. On l'écrirait comme ça. On pourrait se poser la question, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 8 succès. Voilà. On peut même, on n'a pas spécialement fait avec les autres, se poser cette question-là. Quelle est la probabilité d'obtenir entre 12 succès et 24 succès? Vous voyez, ça, c'est les traductions mathématiques. Il n'y a qu'une seule de ces probabilités qui peut se calculer avec une formule. C'est celle-ci. P de x égale c. Ici, rappelez-vous qu'on a une formule générale que je peux réécrire là. La probabilité de x égale k à connaître par cœur. Qui me la redonne? Qui la connaît? Vous me la redonnez? Non? Vas-y, Léo. K parmi n. Probabilité de succès à la puissance, le nombre de succès, k étant le nombre de succès qui nous intéresse. 1 moins p, c'est la probabilité d'échec à la puissance, le nombre d'échecs, si on a k succès, on a n moins k échecs. D'accord?
Ok, ça c'est la formule générale. Donc, quand on vous demandera de calculer P de x égale 7, ou la probabilité d'avoir 7 succès, on attend que vous utilisiez cette formule. Donc, que vous écriviez donc 7 parmi 50, multiplié par 0,31 puissance 7, multiplié par 0,69 puissance 43. 50 moins 7. D'accord? Et ça, on peut le calculer. Pour ces probabilités-là, on a besoin de la calculatrice et donc des fameux lois binomiales qui sont déjà programmées. Alors, P de x égale 7 se calcule aussi à la calculatrice. Donc, utilisons la calculatrice. Donc, pour la graphe 35, si on va dans le mode statistique, c'est un peu petit, là, je suis désolé, je vais peut-être zoomer un peu. Mais je vais avoir besoin quand même d'écrire, donc je ne suis pas sûr que je puisse. Voilà, hop. Le modèle là, je ne peux pas le séparer en deux, c'est ça qui est un peu dommage. Bon, bref. Ok. Donc ensuite, dans le mode statistique, vous allez dans dist. Dist, c'est bit pour distribution, parce qu'on dit aussi que c'est des lois de distribution, ces fameuses lois. Donc F5. Et vous avez le choix entre plusieurs lois. La seule pour l'instant qui est à votre niveau, et cette année qui sera à votre niveau, dans votre programme, c'est la loi binomiale. Donc F5. Et on utilise BPD, BCD, et on n'en a pas parlé avec les autres de ce inverse B. Donc, pour l'instant, BPD, c'est la formule, c'est le mode qu'on va utiliser, ou la formule qu'on va utiliser quand on veut calculer P de x égale K. P de x égale C. Pour ça, on appuie sur F1 et on doit renseigner certaines informations. Le premier, on a le choix pour data, on a le choix entre liste et variable. Donc je l'avais expliqué, quand vous voulez calculer seulement une probabilité comme ça, eh ben, vous prenez variable. Quand vous voulez par contre calculer toutes les probabilités, vous allez voir que ça va être utile des fois d'avoir toutes les probabilités, c'est-à-dire toutes les probabilités de la variable aléatoire, la loi de probabilité, P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2, etc. Dans ce cas-là, il faudra prendre liste et renseigner les valeurs de K, toutes les valeurs dans la première liste. Bon, on l'a fait déjà avec les autres, voilà. Donc ici, ça va être x égale 7. Bon, ce paramètre, c'est petit n, donc ici c'est 50. P, c'est la valeur, la probabilité de succès, c'est 0,31. Ok. On n'est pas obligé de sauvegarder le résultat quelque part. Donc on exécute et on a la valeur 3,23 10 moins 3. Donc ici, ça devrait faire 3,2 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 0,0032 environ. Ça veut dire 0,32% de chance d'obtenir exactement 7 succès. Ça va? Bon. Si maintenant je veux calculer P de x inférieur à 15, donc je reviens en arrière, et cette fois, je vais utiliser dans la loi binomiale BCD. Donc ici, en fait, même pour tout cela, c'est BCD qui va m'intéresser. Pour vous en souvenir, il faut vous rappeler que le C veut dire cumuler, cumulative. Le C, cumuler, ça veut dire additionner. Or, P de x inférieur à 15, c'est bien une somme, puisque c'est P de x égale 0 plus P de x égale 2 jusqu'à P de x égale 15. Donc c'est pour ça que on peut se souvenir que le petit c, là, c'est pour cumuler, pour additionner. Donc F2. Si j'ai besoin que d'une probabilité, c'est pareil, j'utilise que variable. C'est toujours, alors ici, c'est toujours 50 et 0,31 les mêmes paramètres, je suis dans la même loi. Par contre, ici, moi je vais P de x inférieur à 15, donc là il suffit de renseigner la valeur 15. Ok, vous faites ça, et la valeur que vous trouvez, c'est-à-dire 0,507, 508 même, si j'arrondis à 10 moins 3 près, ça veut dire environ 50,8% de chance que ça arrive. Ok. Maintenant, j'en profite avant de parler de cela. Et si je vous avais demandé P de x strictement inférieur à 15, quelle est la probabilité que le nombre de succès soit strictement inférieur à 15? Qu'est-ce qu'on ferait? Vous avez vu là, c'était pour inférieur ou égal. Avec BCD, on a vu qu'il fallait rentrer la valeur 15 et ça marchait bien. Léo? Et non.
l'événement x strictement inférieur à 15 n'est pas l'événement contraire d'être inférieur ou égal à 15. Oui? Inférieur ou égal à 15? Ben non. Être strictement inférieur à 15, ce n'est pas la même chose d'être inférieur ou égal à 15, et surtout pas pour une loi binomiale. Alors ça, ce sera vrai pour d'autres lois, mais pas pour une loi binomiale. Alice? Oui, j'ai cru entendre, mais je suis pas sûr. Eh bien oui, ça en fait, n'oubliez pas que grand X ne prend que des valeurs entières, c'est un nombre de succès. Ben, être strictement inférieur à 15, c'est la même chose pour une variable aléatoire qui suit une loi binomiale d'être inférieur ou égal à 14. Et donc, c'est ça qu'on va écrire. Et donc, pourquoi c'est important de savoir faire ça? Parce que dans votre BCD, c'est 14 que vous allez renseigner quand vous voulez avoir P de X strictement inférieur à 15. C'est bon? Ouais, Guillaume, ça va? Ok. Celui-là maintenant, la probabilité que ma variable aléatoire soit supérieure à 8. Ça veut dire avoir au moins 8 succès pour ma variable aléatoire. C'est là où on va passer par l'événement contraire si on n'a pas la graphe 90. Là, pour la graphe 35, votre calculatrice ne sait pas calculer ça directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'événement contraire. On dit que la probabilité de x soit supérieure ou égale à 8, c'est 1 moins la probabilité que x soit strictement inférieur à 8. Mais on sait que ça, et c'est pas non plus le calculer comme ça, c'est donc 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7. C'est ça que vous calculez avec BCD, et après vous faites 1 moins le résultat que vous trouvez. Donc là, je peux le faire, par exemple, je peux faire, on va regarder pour inférieur ou égal à 7. Oui, on n'a pas fait. Donc ici, inférieur ou égal à 7, ça me donne environ 0,5 10-3 si j'arrondis. Donc ça, c'est environ égal. J'écris en vert, sinon ça ne verra pas. C'est environ égal à 1 moins 0,005. 5 10-3. Et donc, bah c'est environ 0,995. Ça veut dire qu'il y a 99,5% de chances d'obtenir un nombre de succès supérieur ou égal à 8, d'obtenir au moins 8 succès sur les 50 répétitions. D'accord? Ça va? Ok, on voit après avec la 90. Pour la probabilité que x soit entre 12 et 24. Pareil, celui-là, il faut être un peu rusé parce que la 35+, elle ne permet pas de calculer ça directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À votre avis, est-ce que vous avez une idée comment on pourrait calculer cette probabilité-là? Alors que nous, la seule chose que votre calculatrice sait faire, c'est ça. Il faut arriver à remplacer cette probabilité par que des probabilités comme ça. Ça, on n'a pas fait avec les autres. Alors, c'est... Comment remplacer un encadrement, être entre... Qu'est-ce que ça veut dire être entre 12 et 24 en tant qu'événement? Bon, c'est mal dit, peut-être que ça ne va pas vous aider de vous le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je sais pas moi. Vous savez que x varie entre 0 et 50. Et nous, on se pose la question, la probabilité que ce soit entre 12 et 24. Autrement dit que ce soit là. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est la probabilité d'être inférieur à 24 moins la probabilité d'être strictement inférieur à 12? C'est ça l'idée. L'idée, c'est de remplacer ça en disant c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 24. Dans ce cas-là, on a compté la probabilité d'être par là. Tout ça, il faut enlever la probabilité d'être par là. Moins la probabilité d'être strictement inférieur à 12. Donc, on peut mettre inférieur ou égal à 11. Vous voyez que être entre 12 et 24 pour une variable aléatoire, c'est être inférieur à 24
mais ne pas être inférieur ou égal à 11, c'est-à-dire qu'on enlève la probabilité d'être ici. Et ça, il ne me restera bien que ça, par soustraction. Donc on peut s'en sortir. Il faut un peu ruser. Vous allez voir que ceux qui ont la 90E, bah, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête avec ça, parce qu'ils peuvent indiquer d'être entre 12 et 24 directement. Comme ils peuvent être indiqués d'être entre 8 et 50. Et c'est pour ça que c'est un petit peu plus simple. Donc je vous montre maintenant. Ça va pour tout le monde là? Ok, vous ça. Il y en a qui ont pris des notes, il y en a qui n'ont pas pris de notes, mais ceux qui n'ont pas pris de notes, c'est important de la voir. Bon, vous avez la vidéo, vous pouvez le revoir si vous ne savez pas le faire. Mais c'est. Voilà. N'oubliez pas que pour le four, on est dans un chapitre où il y a plein de questions qui vont se traiter à la calculatrice. Et donc si vous la manipulez bien, votre calculatrice, c'est des questions qui sont faciles. D'accord? Il n'y a pas de calcul. Le seul calcul que vous avez, il est là. Et il y a une formule à apprendre. Donc, voilà. Alors, allons-y pour la 90. Donc, je vais bien se lancer. Ok. Alors, la 90. On est pas mal. Bien, donc pour la 90E, là, on va dans le mode statistique. On fait pareil, donc distribution, loi binomiale. Il y a toujours BPD, BCD et inverse binomiale, pas de problème. Donc nous, on voudrait calculer la probabilité. Alors, d'ailleurs, on peut regarder la probabilité que x soit inférieur à 15 déjà. La probabilité que x soit inférieur à 15, donc BCD. Donc ici, je vais mettre variable. Et regardez, ici, la différence, c'est qu'il y a marqué lower et upper. Lower et upper, c'est donc des bornes d'intervalle. L'idée, c'est, on va se poser la question, donc ici, si je reprends la même chose, c'est-à-dire 50 et puis 0,31, eh ben, si je veux calculer la probabilité que x soit inférieur à 15, en fait, ça veut dire que la probabilité que x soit compris entre 0 et 15. Et donc, dans le lower, je vais mettre 0, et dans le upper, je vais mettre 15. Comme ça, pour une loi binomiale, ça me calculera la probabilité que ce soit inférieur à 15, c'est-à-dire entre 0 et 15. Et donc, hop, on trouve évidemment le 0,508 de tout à l'heure. Mais voyez bien qu'avec ce système-là, je peux aussi calculer la probabilité que x soit plus grand que 8. Il suffit de mettre en lower 8 et de mettre en upper 50. Ok. Et directement, on devrait trouver 0,995. On a dû calculer un petit peu en rusant ici pour l'autre. Et enfin, vous comprenez aussi pourquoi c'est pas dur de calculer la probabilité que x soit entre 12 et 24. Il suffit d'enseigner 12 et 24. 12 et 24. Voilà. Alors à terme, ils feront peut-être ça sur tous les modèles de calculatrices. Pour l'instant, c'est sur ces dernières-là qu'ils ont mis ça en place. C'était déjà sur la graphe 100, je crois, quelque chose comme ça, qui est plus ancienne que ça. Bref, c'est bon pour ça? C'est bon, Léo, ça répond à ta question? Ok. Alors, je propose qu'on corrige l'exercice 73, sachant que dans l'exercice 73, il va falloir qu'on rédige la fameuse phrase pour justifier la loi binomiale. Donc, regardons ce numéro 73. Ok, alors on nous dit... Alors, je propose... Léna, tu veux bien lire, s'il te plaît?
Bien, alors là, on est dans un exercice qui n'est pas du tout guidé pour le coup. Surtout la première question, en fait, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir répondre à cette question petit a et pour pouvoir y répondre de manière rigoureuse et convaincante. Regarde, une diode est fabriquée en série. À la sortie de la ligne de production, la probabilité qu'une diode prise au hasard soit défectueuse est égale à 0,017. Donc 1,7% de chance que quand je choisis une diode au hasard dans la production, elle soit défectueuse. Ensuite, on vous dit que les diodes sont conditionnées par boîte de 185 unités. Donc ça veut dire qu'on les met dans des boîtes où il y en a 185. Et on nous demande quel nombre moyen de diodes défectueuses peut-on attendre par boîte. C'est-à-dire en moyenne. Le mot attendre, il n'est pas pour rien. Quand vous voyez le mot attendre, ça doit faire penser à l'espérance. L'espérance, c'est quand on a une variable aléatoire, c'est justement le nombre moyen de la variable aléatoire. Donc ce qu'on attendrait, c'est une espérance. Quand on voit attendre, un nombre moyen qu'on peut attendre, ça doit faire penser à l'espérance. Mais pour pouvoir parler d'une espérance, il faut parler d'une variable aléatoire, il faut indiquer quelle est sa loi de probabilité. Enfin, tout ça, tout est à faire dans cet exercice, tout est à rédiger, et on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas fait ça. Parce que là, il n'y a pas du tout marqué de loi binomiale, il n'y a même pas marqué de variable aléatoire. Donc il va falloir qu'on pose, qu'on explique ce que c'est que cette expérience, et qu'on comprenne ce qu'on fait. Donc l'expérience, c'est quoi? L'expérience, ça correspond à choisir au hasard une diode, et regarder si elle est défectueuse, ou si elle n'est pas défectueuse. Et ça fait penser à quoi? Je prends une diode, soit elle est défectueuse, soit elle n'est pas défectueuse. Épreuve de Bernoulli. Ok, ça c'est une épreuve de Bernoulli puisqu'il n'y a que deux choix. Et puis, on va les choisir au hasard et on va les mettre dans des boîtes de 185 unités. Autrement dit, on va répéter 185 fois la même épreuve de Bernoulli. Ou c'est une manière de dire quand je prends ma boîte et que je regarde le nombre de diodes défectueuses, je regarde la première, défectueuse, pas défectueuse, je regarde la deuxième, donc je répète 185 fois le test pour savoir sur ma boîte si elle est défectueuse ou pas. C'est donc un schéma de Bernoulli. D'accord? On a répété de manière indépendante, de manière identique, la même épreuve. Et comme on s'intéresse maintenant au nombre de diodes défectueuses, ça veut dire que grand X, qui est c'est comme un peu le nombre de succès. Alors on appelle ça succès alors que c'est des diodes défectueuses, mais peu importe. C'est bien le nombre de diodes défectueuses qui est une variable aléatoire et donc qui va suivre une loi binomiale. Deux paramètres n égale 185 et p égale 0,017. Et il faut écrire tout ça avant, l'expliquer, pour ensuite dire, donc le nombre moyen de diodes défectueuses, c'est donc l'espérance de grand X. Et l'espérance de grand X pour une loi binomiale, ça on sait la calculer parce qu'on a une formule toute faite dans le cours. Où la démonstration était un peu compliquée, on n'a même pas détaillé complètement, mais au moins, on sait répondre à cette question. Donc allons-y, on va essayer. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de... Est-ce que vous avez compris qu'il fallait rédiger ça? Qu'il fallait justifier qu'il y avait une épreuve de Bernoulli, qu'il y avait une variable aléatoire, etc. Ouais? Non? Alice, non? Léna, oui? Tu nous lis un petit peu ce que tu as écrit? Très bien. Très bien, je vais juste modifier, mais tu as repris ce que moi j'avais dit, et ça me convient bien évidemment, mais on va juste reprendre, au lieu de commencer par cette expérience, on va dire quelle est l'expérience. C'est quoi l'expérience qu'on est en train de faire? C'est compter le nombre de boîtes défectueuses, le nombre de diodes défectueuses dans la boîte en fait. Donc on va dire, compter le nombre de diodes défectueuses dans la boîte est une épreuve de Bernoulli, répétée 185 fois de manière identique et indépendante. D'accord? On l'écrit. Donc tout ça, c'est même pour faire le petit a, mais on ne peut pas vraiment répondre au petit a. Donc, compter le nombre de diodes défectueuses
dans une boîte est une épreuve de Bernoulli répétée 185 fois de manière identique et indépendante on peut marquer dont la probabilité de succès, c'est la probabilité en fait d'avoir une diode défectueuse, hein, dont la probabilité de succès est 0,017. Le nombre de diodes défectueuses est donc une variable aléatoire grand X je redis, compter le nombre de diodes défectueuses dans une boîte est une épreuve de Bernoulli répétée 185 fois de manière identique et indépendante, dont la probabilité de succès est 0,017. Le nombre de diodes défectueuses est donc une variable aléatoire grand X qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 185 et p égale 0,017. Donc c'est presque la partie la plus longue à chaque fois de ces exercices. C'est la justification de cette loi binomiale et de cette variable aléatoire. Une fois qu'on a ça, on va avoir les formules et la calculatrice pour répondre à toutes ces questions. C'est bon, des questions là sur la justification? Ça va? Ok. Donc maintenant, alors on l'écrit souvent, j'aime bien l'écrire de manière mathématique, hein, grand X suit la loi binomiale de paramètres 185, 0, 17, et puis on encadre. Ça, c'est un peu notre... De tout ça, il faut garder ça finalement. Ok? C'est ça qui nous intéresse pour toute la suite. Ensuite, on vous dit donc quel est le nombre moyen de diodes défectueuses. Ah ben très bien, donc on va calculer, c'est là où on fait la question petit a. Qu'est-ce qu'on calcule? On va calculer l'espérance de grand X. Et c'est là où vous connaissez par cœur déjà votre formule. Quelle est l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p? C'est facile, c'est n fois p. C'est le produit des deux paramètres. L'espérance, c'est n fois p. C'est la valeur moyenne, c'est le nombre moyen de succès. Et ici, ça veut dire le nombre moyen de diodes défectueuses qu'on va trouver par boîte. En fait, hein. Donc, le petit n, c'est 185 fois 0,017. Vous avez trouvé combien? Redis-moi ça. 3,145 ou 147? 145. Ok. Ça veut dire qu'il y a environ 3,145 diodes défectueuses par boîte. Alors on pourrait se dire, bon, on n'a qu'à arrondir à 3. C'est vrai qu'on peut arrondir à 3 diodes, ce serait plus logique, puisqu'une diode, ça doit être un nombre entier. C'est un nombre entier de diodes. Mais ça peut être intéressant de garder un nombre précis de l'espérance. Pourquoi? Parce que si je regarde 1000 boîtes, en tout, je devrais avoir autour de combien de diodes défectueuses? Si je regarde ça sur 1000 boîtes et pas sur une boîte, ben je vais pouvoir dire qu'il y aurait environ 3145 diodes défectueuses. Le fait de garder les décimales ici permet d'être un petit peu plus précis sur ce qu'on peut espérer avoir comme nombre de diodes défectueuses sur un ensemble de 1000 boîtes et pas seulement sur une boîte. Bon, la question ici, bon voilà, le nombre moyen de diodes défectueuses peut-on attendre par boîte? Ben, environ 3,145, environ 3, bon, voilà.
Attention, la phrase étant posée en français, la question étant posée en français, on répond en français. Ça, c'est l'écriture mathématique. Donc, il y a... Alors, peut-être dans la phrase, on peut peut-être dire environ 3, parce que c'est un peu plus logique. Il y a environ 3 diodes défectueuses par boîte en moyenne. Bien, alors, petit b, une boîte est prise au hasard après conditionnement. Conditionnement, ça veut dire qu'après les avoir, après qu'on ait bien mis toutes les 185 diodes à l'intérieur, détermine la probabilité pour qu'elle ne contienne aucune diode défectueuse. Quand vous avez une question, elles seront souvent comme ça, vous la traduisez tout de suite en langage mathématique. Qu'est-ce que ça veut dire pour la variable grand X? Quelle est la probabilité qu'on veut calculer? On veut calculer la probabilité que x égale 0. Ah ben on a notre formule, allons-y. P de x égale 0. C'est 0 parmi 185 fois la probabilité de succès 0,017 à la puissance 0 fois probabilité d'échec, donc c'est 0,983, sont complémentaires à 1, puissance 185. Alors en fait, ça, regardez, ça fait toujours 1. 0 parmi n, c'est toujours égal à 1. Dans notre triangle de Pascal, n'oubliez pas que le 0 parmi n, les 0 parmi n, ils se disent ici. Et vous savez qu'on commence toujours par un 1. Donc ça fait 1. 0,017 à la puissance 0, ça vaut toujours 1. N'importe quel nombre non nul à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc il reste finalement que ça à calculer. Combien vous trouvez? Environ. Alors les arrondis ne sont pas indiqués. Moi j'essaierai de vous les demander au contrôle, de vous dire arrondir à 10-3 près, 10-4 près, etc. On va arrondir à 10-3 près. On va garder 3 chiffres après la virgule. 0,419. Ah, je me disais, ça faisait une grosse probabilité qu'il n'y ait aucune diode défectueuse. Ça paraissait peu logique. Donc, il y a environ 4% de chance d'avoir aucune diode défectueuse. Il y a peu de chance. Okay, mais c'est sur 185 diodes. On n'oublie pas de répondre en français. Moi, j'aime bien que vous répondiez en pourcentage de chance. Il y a environ 4,19% de chance de n'avoir aucune diode défectueuse dans une boîte. Bien. Petit c, une boîte est dite qualifiée lorsqu'elle contient au plus 4 diodes défectueuses. Déterminer la probabilité que la boîte choisie soit qualifiée. On traduit en langage mathématique, on calcule avec la calculatrice ou avec la formule, et on répond en français. Donc, quelle est la traduction? Probabilité qu'elle soit qualifiée, c'est la probabilité que x inférieur ou égal à 4. Qualifié au plus 4 diodes, ça veut dire au maximum 4. Ou autrement dit, ça veut dire que le nombre de diodes défectueuses doit être inférieur ou égal à 4. Attention de ne pas faire de confusion sur le au plus, au moins, etc. D'accord? Au plus 4, ça veut dire au maximum 4. Donc ça veut dire un nombre inférieur ou égal à 4. Et ça, on sait qu'on va le calculer à la calculatrice. Donc, Anaïs, tu nous dis ce que tu trouves à la calculatrice, là, directement. 782 12. 0,792, ça veut dire qu'il y a 79,2% de chances qu'elle soit qualifiée. Environ. Il y a environ
79,2% de chance, 80% de chance, quoi, d'accord, que la boîte soit qualifiée. Alors, dernière question. Vous dit un carton contient 10 boîtes. Quelle est la probabilité qu'un carton pris au hasard ne contienne que des boîtes, j'imagine, qualifiées? C'est pas la fin là. Que des boîtes qualifiées. Alors, un carton contient 10 boîtes. Quelle est la probabilité qu'un carton pris au hasard ne contienne que des boîtes qualifiées? Donc là, il faut réfléchir autrement. Il va falloir qu'on comprenne qu'on change un peu l'expérience. Cette fois, on a un carton avec 10 boîtes devant nous et on se pose la question, pour chacune des boîtes, on la prend et on regarde soit elle est qualifiée, soit elle n'est pas qualifiée. On fait ça avec la première boîte, on refait ça avec la deuxième boîte, on refait ça avec la troisième boîte. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un schéma de Bernoulli, on est en train de répéter plusieurs fois la même épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire prendre une boîte, regarder si elle est qualifiée ou non, que deux choix qu'on va répéter 10 fois. Et donc là on change, on va avoir une nouvelle variable aléatoire et on va avoir une nouvelle expérience. Mais pour bien le justifier, il va falloir qu'on le rédige correctement. Donc, là il y a de nouveau une nouvelle épreuve de Bernoulli. Alors qu'est-ce qu'on dit? Si on fait la même rédaction tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, comptez le nombre de boîtes qualifiées dans le carton. Faire ça, c'est une épreuve de Bernoulli répétée. Ok? Alors, comptez le nombre de boîtes qualifiées dans le carton est une épreuve de Bernoulli c'est un schéma de Bernoulli, mais au lieu de dire schéma de Bernoulli, on dit c'est une épreuve de Bernoulli répétée 10 fois de manière identique et indépendante. Dont la probabilité de succès c'est combien la probabilité de succès? Eh bien oui, on va prendre ce 0,792, c'est-à-dire la probabilité qu'une boîte soit qualifiée. Cette fois, c'est ça, puisqu'à chaque fois, à chaque étape, pour chaque boîte, on se pose la question, est-ce qu'elle est qualifiée ou est-ce qu'elle n'est pas? Et si elle l'est avec la probabilité 0,792, dont la probabilité de succès est environ 0,792. On va mettre ça. Le nombre de boîtes qualifiées est une variable aléatoire. C'est un peu pénible de l'écrire deux fois dans le même exercice, mais c'est assez rare, hein. Souvent on n'a qu'une seule fois à faire dans le contrôle. Le nombre de boîtes qualifiées est une variable aléatoire grand Y, puisqu'on est dans le même exercice, on va lui donner une autre lettre, hein. Grand Y, qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 10, puisqu'on a 10 boîtes, et p égale 0,782.
qu'est-ce qu'on nous demande de calculer maintenant? Alors, j'ai pas écrit ce que j'aime bien écrire, c'est-à-dire y suit la loi binomiale de paramètre 10, 0, 792. Bon, et qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? Quelle est la probabilité que toutes les boîtes soient qualifiées dans mon carton? Donc on demande de calculer la probabilité que y soit égal à 10. Alors, on est bien d'accord que peut-être que ce p de y égale 10, on aurait pu le trouver sans rédiger la loi. C'est-à-dire en comprenant que finalement, si on a 0,792, si on a 79,2% de chance pour chacune des boîtes, il suffit de faire le principe multiplicatif. C'est-à-dire, j'ai 79,2% de chance pour la première, 79 pour la deuxième, 79 pour la troisième. En multipliant tout ça, on va trouver ce qu'il faut. Mais si on vous avait demandé autre chose que P de Y égale 10, par exemple P de Y égale 8, ah ben là c'était plus compliqué parce que évidemment ça pouvait être la première et la dernière, ça pouvait être les deux, etc. Donc c'est pour ça qu'on aurait utilisé nos formules, qui utilisaient aussi les combinaisons. Bon, là on l'a bien rédigé et maintenant on peut se fier à la formule. Donc 10 parmi 10 fois 0,792 à la puissance 10 fois 0,208 à la puissance 0. Mais vous voyez bien que comme 10 parmi 10 ça fait 1, il reste bien 0,792 à la puissance 10, c'est-à-dire 0,792 fois 0,792, on retrouve le principe multiplicatif. Alors, vous allez me dire combien vous trouvez, arrondi à 10 moins 3 près. Soit vous utilisez BPD, soit vous faites la formule, hein. Vous savez que ça donnera la même chose. 0,097. Ok, donc il y a moins de 10% de chance que toutes les boîtes soient qualifiées dans le carton. D'accord? Il y a environ 9,7% de chance que toutes les boîtes soient qualifiées. C'est bon? Bon, ça clôt cet exercice qui était assez long, mais en fait, c'est pas mal parce qu'il nous a obligés un peu à rédiger cette loi binomiale et puis à utiliser les petits calculs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant qu'on fasse le dernier paragraphe? Juste pour vous expliquer un peu là, où on en est là par rapport à 2 prochaines semaines. Là. Donc il nous reste 2 semaines et demie de cours. On ne sait pas encore au niveau de l'établissement quand est-ce qu'on va reprendre normalement, c'est-à-dire avec tous les élèves. On ne sait pas si ce sera le 20 janvier, comme ce qui a été indiqué par le chef de l'État, si ce sera le 1er janvier, enfin en tout cas la rentrée, ou pourquoi pas même la dernière semaine avant la rentrée. C'est-à-dire, pour l'instant la question est encore en suspens, on en a parlé un peu en conseil de classe, mais Monsieur Combet attend d'avoir un peu des directives plus claires, et donc on n'en sait rien. Donc c'est tout à fait possible qu'on reprenne, tous ensemble dès la semaine avant les vacances. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous savez qu'on a une date de contrôle qui est prévue. Il faut qu'on fasse un contrôle avant les vacances. Normalement, la date prévue, c'est jeudi de la semaine prochaine. Donc il y a 2 possibilités. Soit on reste comme ça à moitié à distance, une semaine sur 2. Dans ce cas-là, le groupe de la semaine prochaine feront leur contrôle le jeudi, et puis vous le ferez la semaine suivante. Sûrement le mardi, j'imagine, suivant. Ou alors, finalement, on reprend tous ensemble. Si on reprend tous ensemble, dans ce cas-là, on gardera tous le contrôle quand on sera tous ensemble le jeudi ou le mercredi de la dernière semaine. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. J'espère qu'on saura en fin de semaine quelle est l'organisation. Sachant que dans le contrôle, je pense que je vais mettre 2 choses. Je vais mettre de la loi binomiale et des calculs de limites, de détermination de limites, genre par comparaison, je pense que je ne mettrai rien d'autre.
enfin c'est encore à voir, il peut y avoir un petit calcul de dérivés, parce que là on va commencer le chapitre avec dérivation, donc c'est possible qu'il y ait des calculs simples de dérivés, mais ce serait des calculs de, plutôt les calculs de première qu'on va entraîner dessus. Oui. J'en sais rien. Pour l'instant, j'en sais rien. On se pose la question, c'est une situation un peu particulière. Donc, j'en sais rien. S'il y a plusieurs choses, je pense que ça durera plus d'une heure. Parce que vous avez souvent besoin de temps. Et puis, les probas, voilà, rien qu'à rédiger ça, ça prend un peu de temps. Donc, à mon avis, ce serait peut-être un peu plus qu'une heure. Pas nécessairement 2 heures, ça sera peut-être 1h30, une heure et quart ensemble. Mais je vous dirai ça quand j'en saurai un peu plus. Ok ? Bon, peut-être jeudi, je pourrais vous en dire plus. Alors, il nous reste un petit paragraphe à faire de la partie cours. Donc, je vais regarder si ça ici. Ok. Alors, vous reprenez la partie cours, mais on va y passer très vite parce que bon, on va essayer de se. Là, on s'est centré sur l'essentiel et je vous ai dit que c'était quand même ce qu'on nous a demandé, c'est quand même d'essayer de rester un peu sur les notions essentielles. Donc là, on est sur les notions essentielles. On a été sur les notions essentielles de la loi binomiale. Comme l'exercice 73, si vous arrivez à faire ça, c'est que pour cette année, c'est suffisant. Alors, il y avait un petit truc en plus dans le programme qu'on appelle les problèmes de seuil, problèmes d'intervalle, mais on va y passer peu de temps. Et ça se fait en s'aidant du tableur ou de la calculatrice ou du GeoGebra, donc on va regarder un petit peu. Alors, l'idée, ce qu'on appelle les problèmes de seuil, en fait, c'est l'idée que dans la probabilité x inférieure à k, c'est quand on cherche k, en fait. Jusqu'à présent, quand on avait des probabilités, là, par exemple ça, on vous demandait de calculer la probabilité et vous connaissiez, on disait, on veut un nombre inférieur ou égal à 7 succès. Mais peut-être que des fois, c'est lui l'inconnu. Et la probabilité est connue. Par exemple, si je vous dis ça, on voudrait savoir quel est le nombre ici tel que la probabilité d'être inférieur à ce nombre est de 0,28. Bon, c'est un peu ça l'idée, c'est un peu le problème inverse. Donc, d'abord, la probabilité que x soit inférieur à k, vous avez vu, c'est la somme pour i égale 0 à k de p de x égale i. C'est une probabilité cumulée, c'est pour ça qu'on utilise BCD, le C de cumulé. C'est bien une somme, le sigma. Donc on vous dit, le principe, déterminer la valeur à partir de laquelle la probabilité cumulée dépasse un seuil alpha, consiste à trouver la petite valeur de k, telle que la probabilité p de x inférieur à k soit supérieure à alpha. Par exemple, donc c'était plutôt, ce qu'on veut, c'est un truc comme ça. Moi, je voudrais savoir combien je dois avoir de succès pour que la probabilité que grand X soit inférieur à ce nombre de succès soit au moins égal à 90%. Que j'ai au moins 90% de chance d'être inférieur à cette valeur. C'est un peu ça l'idée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple. On a ici, regardez, X qui suit une loi binomiale de paramètres 19 et 0,22. Déterminer K tel que P de X inférieur à K soit supérieur à 0,6. Ça voudrait dire, on vous trouvez la plus petite valeur K telle qu'on ait au moins 60% de chance que X soit inférieur à K. C'est pas évident à formuler comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre sa calculatrice. Mais pour le faire, il va falloir des choses un peu... On pourrait tester en fait des valeurs. Là, il n'y a pas beaucoup de valeurs, on pourrait faire des tests. Mais l'idée, ce serait plutôt d'afficher toutes les valeurs et de le lire directement dans notre tableau. Donc, alors, je vais prendre peut-être... je ne vais pas prendre la... Bon, je peux prendre celle... Non, je ne vais pas prendre celle. Je vais prendre celle que vous avez habituellement. Et d'ailleurs, on va même prendre celle-ci. Comme ça, elle est plus zoom. Donc, je vais réécrire, c'est la probabilité que x... donc c'était x suit la loi binomiale de paramètres 19, 0, 22. Et on se pose cette question-là. C'est ça? Avoir au moins 60% de chance que x soit inférieur à k. Donc on va revenir dans notre
Mode statistique, on va utiliser notre... Alors, c'est là où on va avoir besoin d'utiliser les listes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renseigner, comme je l'avais fait la dernière fois, les valeurs possibles pour K. Donc, K varie entre 0 et 19. Donc là, vous rentrez 0, je le fais là. C'est un peu pénible, imaginez si on a jusqu'à 500. Ce serait mieux de le faire avec un tableur, parce qu'avec un tableur, on peut le faire beaucoup plus rapidement en étirant, ce qui n'est pas le cas de la calculatrice. Donc on doit arriver à la 20e ligne puisqu'on a entre 0 et 19. D'accord ? Voilà, donc ici dans la liste 1, vous rentrez les valeurs entre 0 et 19. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dans liste, binomial, BCD, ou, alors oui, le mieux c'est de prendre BCD. Dans BCD, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas mettre P de x égale K, on ne va pas mettre la loi de probabilité, sinon j'aurais pris BPD pour qu'il m'affiche chacune des valeurs de ma loi. Parce que je veux je veux pouvoir voir ce 60%. Or, ça, c'est une probabilité cumulée. Donc, je veux qu'il m'affiche dans ma liste les probabilités cumulées. Je veux qu'il m'affiche tous ces nombres-là, et je verrai bien quand ça dépasse 60%. Pour quelle valeur de K ça dépasse 60%. Et c'est là où dans data, vous allez mettre la liste. Dans liste, vous allez mettre la liste 1, puisque ici, les valeurs qui doit aller chercher les valeurs qu'il va chercher de K sont dans la liste 1. Le nombre d'essais, 19. La probabilité de succès, c'est toujours 0,22. Okay. Et il va cette fois, je veux qu'il me sauvegarde les résultats dans la liste 2. Parce que je voudrais pouvoir les relire. Si vous ne le faites pas, il va vous les afficher, mais c'est pas bien parce que vous ne verrez pas les valeurs de K correspondantes. Vous allez voir quand j'exécute ce que ça fait. C'est bon là, vous avez vu? Ok, donc, quand il veut, voilà. Et ici, vous voyez qu'il affiche des valeurs qui sont les probabilités. Et là, le problème, c'est que ça, c'est pas les valeurs de K, c'est les lignes, les numéros de ligne. Nous, on veut garder les valeurs de K qui sont importantes. Donc, c'est pour ça qu'on s'en fiche un peu de ce que vous affichez ici. Vous ressortez et vous revenez voir surtout là. Parce que là, vous avez les valeurs de K et là, vous avez les probabilités correspondantes. Mais ces probabilités-là, les nombres qu'il y a ici, vous allez voir qu'ils sont de plus en plus grands. Et oui, parce que ce sont, par exemple, ce 0,37 qu'on a ici, ce 0,37, c'est la probabilité que x soit inférieur à 3. Ce 0,59, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4. D'accord? Donc c'est des probabilités cumulées. Et là, on y est presque. Nous, on veut s'arrêter dès qu'on a dépassé 0,60. Donc il suffit d'arriver à 5. Et c'est terminé. D'accord? Ici, vous trouvez à la calculatrice, c'est encore une fois à la calculatrice, on trouve k égale 5, en listant comme ça nos probabilités cumulées. Pour ceux qui ont la 90E, bah, ça va être pareil. Non? Ah oui, alors j'en sais rien, je ne l'ai jamais fait avec... voyons voir. Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas trop ce que ça donne. Voyons voir ce qu'on peut faire avec celle-là. Donc, ok. Donc, tu me dis, on va dans Stat. Donc, on rentre nos listes. Alors, peut-être que dans celle-là, il y a moyen de faire afficher plus rapidement. Je vois qu'il y a ça.
mais je sais pas trop. Donc on va le faire normalement. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc distribution, binomiale, BCD, liste. Et alors là, on a liste 1, liste 2. Bon, je pense qu'on va garder ça comme ça. Ouais, ça doit être bon, il ne doit pas y avoir grand chose à faire. Et c'était quelle valeur? C'était 19, 0,22. On va sauvegarder. C'est bizarre parce que c'est bizarre ce N liste, alors que si je mets liste 2, il va m'écraser ma liste 2. J'ai l'impression que c'est pas ça. Lower list, upper list. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je n'ai pas regardé, j'avais pas vu qu'il y avait ça. À mon avis, c'est pas ça. Tout ça pour dire que, vous voyez que là où on sauvegarde nos résultats, pour nous c'est très la liste 2. Et là, ils attendent deux listes. Une liste lower, une liste upper. Parce que la calculatrice, elle a besoin de savoir si on veut calculer des P de X inférieurs à K. Vous avez vu que cette calculatrice, elle peut calculer ça ou ça. Ou ça. C'est là le lower et le upper. À chaque fois, elle voudrait un lower et un upper. Mais là, elle le demande en liste. Il propose de rien d'autre en plus. À part marquer. Ah, 0. On peut marquer lower 0. Ok, c'est peut-être ça qu'il nous faut. Si je mets 0 ici, F2, et si je mets ici liste 1. Liste 1. Vous avez testé? On essaye avec ça là? Ce serait un peu logique, 0 et liste 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour moi, 0, ça veut dire que lui, il dit c'est toujours entre 0, et après il prend les valeurs de la liste 1. Les valeurs de la liste 1, ben, c'est de 0 à 0, de 0 à 1, de 0 à 2, donc ça va être ça. Donc il va falloir faire ça pour pouvoir répondre à la question. On teste, on exécute, on ressort, je pense que c'est bon. Mais je ne les ai pas. Il ne les a pas mis. Ah si, c'est ça, parce que je suis en haut. Et regardez, c'est bien lié. Est-ce qu'on retrouve les bons les résultats? Ouais, c'est ça. Vous voyez bien que c'est à partir du rang 5 qu'on a dépassé 0,60. Ouais. Nous, on n'avait pas le petit 0 à ajouter. Et du coup, ça marche que si on met toute une liste avec que 0. Ah mince. Tu veux dire que ça, c'est une version encore évoluée? Enfin, nous, on l'a pas de... Tu vois, je pense qu'ils se sont rendus compte, ils ont dû, c'est vrai que peut-être c'est pas même les mêmes couleurs, ils ont dû se rendre compte que, qu'il y avait des petites améliorations à faire de ce côté-là. Alors, liste, binomial, c'était liste. Ah ouais. Donc il faudrait faire quoi? Tu mettrais liste 1 que des zéros? C'est ça, il faut mettre une liste avec des 0. Ah ouais. Et liste 2, on met la liste là. Bon, c'est un peu pénible, mais on voit qu'ils ont trouvé une solution pour éviter de le faire. Bon. Mais peut-être que ça, vous savez qu'elles se mettent à jour ces calculatrices. Il faut regarder si la mise à jour, elle règle pas ce problème-là. Si ça se trouve, moi ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mise à jour, donc j'en sais rien. Ok. Allez. C'est bon pour ça. Donc, on va pas en faire plus. Ouais, il y avait le savoir-faire, pas je. Ouais, mais on va pas en faire plus. On va dire pour aujourd'hui, sur la loi binomiale pour cette année, c'est ça qu'il faut savoir faire. Ok. Donc, alors, je vais d'abord vous distribuer. Ça, c'est les devoirs maison. Alors, dans les devoirs maison, là, il n'y a pas les corrigés avec, pour la simple et bonne raison que
Bon, l'exercice 1, je l'ai pas encore tapé ou corrigé, il est écrit, il n'est pas tapé, après je l'enverrai. Mais l'exercice 2, par contre, je vous ai prévu la correction en vidéo. Je vais vous la mettre à disposition aujourd'hui. Parce que je veux absolument que vous le retravaillez. Mais ça peut être pendant les vacances de Noël, c'est pas la peine de le faire maintenant, c'est pas une urgence. Mais ces fameuses suites adjacentes, il y en a qui ont fait des choses qui étaient tout à fait bien, il y en a d'autres, c'est vraiment à revoir. Et puis souvent il y a des petites choses, des petites confusions sur certaines démonstrations. Je pense que vous avez dû un peu vous entraider les uns les autres parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a peut-être, par exemple quand on montrait qu'elle est que penser que la suite décroissante était majorée par son premier terme ou suite croissante était minorée par son premier terme, on en avait besoin à un moment donné, c'était bien de penser, c'est ça qu'il fallait utiliser, mais pas tout à fait sûr que tout le monde l'aurait pensé. Bref, il y en a pas mal à qui j'ai dit très important de bien regarder la vidéo pour bien écouter toutes les explications et je vous corrige entièrement. Donc voilà. Alors, ils ne sont pas là. Alex. Il était une affaire, je reconnais, mais globalement vous avez été sérieux. Il faut toujours pas corriger. Alors il y en a qui sont passés à côté de donc premier exercice, soit vous avez presque dit juste, soit vous êtes complètement passé à côté de la première, c'est mon cas Mathéo, sur la permutation. Vous avez mal compris comment ça fonctionnait la permutation, l'écriture tableau, de BD à enfin toi ça, de passer là, vous l'avez compris dans l'autre sens. Alors, vous êtes quelques-uns à avoir fait ça et évidemment après les permutations ne sont pas bonnes. Et ça c'est pas la même chose. Mais c'est juste que vous avez trouvé une autre logique et après vous avez toujours suivi cette logique. Et c'était pas la bonne logique. Il ne fallait pas le comprendre comme ça. Je vais juste en redire un petit mot quand même. Bien. Donc, on en reparle, mais quand même peut-être dire un petit mot, juste pour que de cette permutation. Donc c'était, si je reprends, je sais pas, n'importe quel exemple. Donc on avait ici, c'était, pour l'instant, nos permutations, c'était genre D, A, C, B. Okay. Si on prend ça, par exemple, et qu'on veut la notation sous forme de tableau, la notation tableau, on part de 1, 2, 3, 4, d'accord, et on se pose la question, finalement, en quoi l'élément qui était à la première position, je vous rappelle que on part de ABCD, et à quel rang, donc la première position est envoyée sur quel rang. Or ici, nous c'est A, et on s'aperçoit qu'il est en deuxième position. Donc ça veut dire que le 1 est envoyé sur la deuxième position. Ensuite, le B, il est envoyé sur la quatrième position. Et le C est envoyé sur lui-même. Et le D est envoyé à la première position. Et donc, tu n'as pas dû faire ça. Moi, je l'avais compris comme ça. Et pourtant, tu n'as pas dû faire ça. Je sais pas, reprenons un exemple que tu as fait faux. Ok. Regarde, tu vas voir. Donc, c'était si tu prends A, D, B, C. Toi, tu m'as écrit 1, 2, 3, 4, et tu m'as écrit
1, 4, 2, 3. Ok? Ce que t'as écrit. Donc, mais regarde, est-ce que tu es d'accord que le A est envoyé sur lui-même, donc le 1, 1, pas de problème. Il part toujours de ABCD. Ici, c'est le B, il est envoyé à la 3e position. Ça veut dire que l'élément qui était à la 2e position est envoyé à la 3e position. L'élément qui était le C, là, qui était en 3e position, est envoyé à la 4e position. Donc ici, normalement, 3, c'est envoyé sur 4. Tu vois, et alors qu'est-ce que tu as fait pour faire ça? Parce que tu n'es pas le seul. Ce que tu as fait, c'est... Parce qu'il y a quand même du lien. C'est que tu t'es dit, le 2e élément, tu as dû te dire, c'est le 4e élément d'avant. C'est pour ça que tu as pris comme ça. C'est pour ça que tu l'as été... Vous êtes nombreux. Il y a un petit groupe, peut-être un quart des élèves, qui l'ont mal compris comme ça. Après, tu as dit... le 3e élément, c'était l'ancien 2e élément. C'est pour ça que tu as dit 3, 2, un truc comme ça. Non, mais je ne l'ai même pas compris comme ça. Alors, J'ai juste inversé les deux lignes. Hein? Je sais pas, je crois que j'ai juste inversé les deux lignes. Parce que... Quelle deux lignes? Parce que je vois que la 2e ligne, en fait, c'était ma première ligne. Mais sauf que je les ai inversées, je sais pas pourquoi. Mais tu es d'accord qu'on écrit, enfin l'idée c'était, quelqu'un m'avait posé la question par mail, c'est qu'on commence, l'idée c'est toujours dans ce tableau, même si moi dans un moment donné dans les sociétés j'ai oublié de le faire, mais on écrit 1, 2, 3, 4, c'est plus simple de toujours dire 1, 2, 3, 4. Bon bref, voilà, c'est juste pour vous dire, c'est pas très grave parce que c'était le travail, il était fait, mais il y avait, ça crée une petite confusion après. Bon, de toute façon, tout ça, c'est pour le coup, l'exercice 1 était vraiment hors programme. L'exercice était plutôt un petit exercice un peu plus technique. L'exercice 2, lui, me semble plus important à retravailler. Alors, je vous distribue, on va commencer le chapitre 6, qui s'appelle Complément sur la dérivation, et que j'ai écrit, comme je vous l'avais dit, je l'ai écrit différemment. J'ai écrit un peu comme nous l'a préconisé, c'est-à-dire sous forme de capacité, sous forme de savoir-faire. Et donc on va partir de ça. Évidemment, à l'intérieur des savoir-faire, ça reprend, je t'en ai donné une autre. Alors, pourquoi on ne dit pas ça? C'est pas un long chapitre. D'ailleurs, il s'appelle Complément sur la dérivation. Non, je vais bien. Regardez si vous n'avez pas plus. Quelqu'un en a deux là? C'est toujours Hugo qui est le dernier salarié et qui lui manque. On va voir encore. Alors. Donc, regardons un petit peu ce nouveau chapitre, regardez à quoi il ressemble, et il commence par l'ensemble de toutes les formules de première sur la dérivation. Les deux tableaux, j'ai juste, voilà, c'est le même tableau que l'année dernière, c'est sûr que j'ai rajouté la fonction exponentielle qu'on avait fait un petit peu plus tard, évidemment, mais ce sont les formules, évidemment, à connaître. Et donc, je vous ai dit que j'avais écrit par capacité, donc vous avez vu la première capacité qui est demandée dans votre programme, c'est calculer la dérivée d'une fonction donnée par une formule simple mettant en jeu des opérations algébriques et composition. Donc, évidemment, c'est en deux parties. La première partie, je vais peut-être projeter. La première partie, c'est les formules, donc je disais deux premières.
Et donc il y a les deux formules. Il y a d'abord les formules de dérivation des fonctions de référence. Donc elles sont là, on va reparler un petit peu de ces formules rapidement. Et après, il y a le deuxième tableau qui est avec les opérations. Savoir dériver une somme, un produit, la multiplication d'une fonction par un nombre, une puissance et l'inverse l'inverse. Tiens, ça paraît, j'espère que vous, ça paraît en entier. Oui, il est un peu plus grand, moi je ne sais pas pourquoi, il me manque, regardez, U sur V qui apparaît sur la deuxième feuille. Il manquait le quotient. Ok, ça c'est formule de première. Et qu'est-ce qu'on rajoute en terminale? Il en manque une d'ailleurs, formule que je n'ai pas mise, de première, mais qui sera plus utile. C'est celle-ci qu'on avait vue l'année dernière, c'est-à-dire la composée d'une fonction avec une fonction affine, h de x plus b. Mais celle-là, on n'a plus besoin de la voir parce que dans le petit 2, on va avoir le cas général, c'est-à-dire savoir dériver la composée de deux fonctions. Ok, la dérivée de g rond u, qui est plus générale que h de x plus 2. C'est ça qu'on rajoute. On peut regarder tout le cours là, rapidement. Ensuite, il y aura quelques cas particuliers de composés à connaître par cœur. Et voilà pour la première capacité. Et puis ensuite, on va utiliser ces dérivés. Et vous voyez que il y a des fois, la capacité, il n'y a pas de cours. Là, par exemple, on va traiter que des exemples importants qui montrent comment faire cette capacité. Puis il y aura d'autres capacités. On va définir des nouvelles notions de terminal, comme la convexité. Et là, pour le coup, on a des définitions à connaître parce qu'on va reposer des nouvelles notions. Okay, donc voilà un peu ce qu'on va faire. On va le faire sous cette forme au moins jusqu'à l'épreuve de mars. Après, on reprendra peut-être un cours un peu plus traditionnel parce qu'on aura plus de temps. Ok, alors, d'abord sur les formules de première. Donc, si vous avez vu, dans le tableau, il y a 4 colonnes. L'expression de la fonction, le domaine ou l'ensemble de définition de la fonction, la formule de la dérivée de la fonction de référence et l'ensemble de dérivabilité de la fonction. Bien. N'oubliez pas qu'une fonction ne peut ne pas être définie partout. Elle peut avoir des valeurs interdites. Par exemple, la fonction racine de x, elle est définie sur R+. D'accord? Ça veut dire que x ne peut pas prendre des valeurs strictement négatives. Donc c'est son ensemble de définitions. Ensuite, une fonction, elle peut être dérivable sur son ensemble de définitions ou ne pas être dérivable partout. C'est le cas, par exemple, de la fonction racine. Cette fonction racine, regardez, ce n'est pas le même ensemble entre son ensemble de définitions et son ensemble de dérivabilité. Il n'y a pas grand-chose qui diffère. Hein. Regardez, la seule chose qui diffère, c'est qu'il y a une petite étoile en plus. Ça veut dire qu'elle n'est pas dérivable en 0. Cette fonction, elle est définie en 0. Racine de 0, ça existe. Mais elle n'est pas dérivable en 0. On voit quasiment rien là. C'est trop sombre. C'est trop éclairé. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste... Je vais changer, excusez-moi. Ça va mettre des streams et tant pis. Voilà, ça fera des streams, mais au moins ils pourront voir. Donc, ok, donc je disais donc que cette fonction racine, elle est bien définie sur R+, mais elle n'est pas dérivable en 0, donc elle n'a pas le même ensemble de dérivabilité. Pour le comprendre, il faut vous rappeler qu'est-ce que ça raconte la dérivabilité d'une fonction. Est-ce que vous vous souvenez ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire une fonction est dérivable? On ne va pas reprendre les définitions qui sont compliquées, mais n'oubliez pas qu'être dérivable, ça veut dire admettre un nombre dérivé. Donc c'est pour ça qu'on avait l'année dernière, on avait défini les nombres dérivés avant de définir des fonctions dérivées. Puisque être dérivable, c'est avoir un nombre dérivé. Bon, bref, très rapidement, quand vous avez une fonction,
ici, comme ça. Un nombre dérivé, ça se voit graphiquement. Ça raconte quelque chose de graphique pour la fonction. Par exemple, ici, si je me mets en -1, je peux visualiser graphiquement ce que raconte f' de -1. Alors, il est où f' de -1 ? Vous vous rappelez, Jérémy ? C'est la tangente à la courbe. C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse -1. Tu as raison, c'est complètement lié à cette droite-là qu'on appelle la tangente en -1, la tangente en ce point A en -1. Et f' de -1, c'est son coefficient, c'est sa pente, son inclinaison, l'inclinaison de cette tangente. Donc ça veut dire, par exemple, quand j'avance de 1, je regarde de combien je monte. Alors là, imaginez que l'unité ce soit ça, et là l'unité c'était ça. Donc là, j'avance de 1 sur l'axe des abscisses, à peu près. De combien je monte, à peu près ? 0,3. On monte à peu près de 0,3 là, puisque c'était ça, monter de 1. Et bien ça veut dire que f' de -1, ça vaut 0,3. C'est sa pente, son inclinaison, l'inclinaison de cette tangente. Bon. Ça se calcule. Rappelez-vous que la définition pour calculer f' de -1, pour le calculer, c'est la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement de f de -1 plus h moins f de -1 sur h. Ça, c'était un coefficient directeur d'une séquente. Et quand on fait tendre h vers 0, les séquentes se rapprochent de la tangente et donc ça devient le coefficient directeur de la tangente. Mais je ne veux pas vous réexpliquer tout ça en détail. Ça, c'est ce qui nous a permis de calculer les premières dérivées, les premières formules de dérivée des fonctions, la dérivée d'une fonction affine, une fonction carrée, etc. On utilisait ces limites de taux d'accroissement. C'était pas facile en première, c'était une partie un peu technique, mais ça marchait pas si mal. Bon, bref, donc on se rappelle qu'un nombre dérivé, c'est un truc comme ça. C'est une limite d'un taux d'accroissement et ça doit être un nombre réel. Un nombre dérivé doit être un nombre réel. Pour qu'une fonction soit dérivable, il faut que la limite du taux d'accroissement existe et soit un nombre réel. Et dans ce cas-là, le nombre qu'on trouve, c'est le nombre dérivé. Quand est-ce qu'une fonction n'est pas dérivable ? Il y a deux possibilités pour qu'une fonction ne soit pas dérivable. Soit cette limite est infinie, c'est-à-dire quand on calcule cette limite, on trouve sur plus l'infini ou moins l'infini. Dans ce cas-là, la fonction n'est pas dérivable. Pourquoi ? Parce que plus l'infini moins l'infini ne peut pas être un coefficient directeur de séquence. Un coefficient directeur de séquence, c'est un nombre réel. Donc, on dirait que la fonction n'est pas dérivable. Autre possibilité pour laquelle la fonction n'est pas dérivable, la limite n'existe pas. Vous vous rappelez, des fois, il n'y a pas de limite. On existe des fonctions qui n'ont pas de limite. Par exemple, c'est alterné, etc. Souvent, quand est-ce qu'il n'y a pas de limite ? Quand la limite à gauche n'est pas la même que la limite à droite. Vous vous rappelez, quand on dit la limite quand h tend vers 0, pour qu'elle existe, il faut que la limite quand h tend vers 0 plus soit la même que la limite quand h tend vers 0 moins. Je vous montre les deux cas, graphiquement, de ce qui peut se passer où il n'y a pas de tangente, où il n'y a pas de nombre dérivé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tangente. Premier cas, la fonction racine. On a dit, elle n'est pas dérivable en 0. La fonction racine, regardez à quoi ressemble la courbe racine carrée de x. Qu'est-ce qui se passe ici, au point d'abscisse 0 ? C'est en ce point-là. Il y a bien une tangente, parce que regardez, ça c'est des séquentes, et quand je fais rapprocher mes séquentes comme ça, quand je fais tendre mon h vers 0, en fait c'est l'idée de se rapprocher ici, mes séquentes se redressent, elles se rapprochent de quelle droite ? Elle se rapproche de cette droite-là, qui est une tangente. C'est une tangente verticale, d'accord ? Ici, mes séquentes se rapprochent, et donc il y a bien une tangente pour la fonction racine, elle est verticale. Quel est le coefficient directeur d'une droite verticale ? Il n'y en a pas.
Une droite verticale n'a pas de coefficient directeur. C'est pas une équation de la forme y égale à x plus b. C'est x égale k. X, là, ce serait x égale 0. Pas de coefficient directeur. Et pour la fonction racine de x, si on calcule la limite du taux d'accroissement, on va trouver que cette limite, c'est quoi? Ben, si je tombe sur une droite verticale, ok, elle n'a pas de coefficient directeur. Mais c'est comme si elle avait une pente qui est comment? Ouais, une pente infinie. Puisque je vous rappelle qu'un truc qui monte très vite, une pente très très importante, c'est un truc comme ça. C'est quand j'avance de 1, je monte de ça, ben, je fais plus important, je le redresse, j'ai une pente plus importante. Vous voyez bien que le cas limite, on peut dire, le cas extrême, c'est quand la droite est verticale, et on pourrait dire son coefficient directeur, il est infini. Mais en fait, on ne le dit pas, on dit elle n'a pas de coefficient directeur. Mais en tout cas, si vous calculez la limite de racine de a plus h sur h, enfin racine de 0 plus h moins racine de 0 sur h, quand h tend vers 0, quand vous calculez ça, je ne le refais pas, on l'a fait l'année dernière, ça simplifie très rapidement. En fait, je peux vous montrer, ça fait ça. Après simplification, et bien ça, quand h tend vers 0 plus, ce truc-là, il tend vers 0, et l'inverse d'un truc qui tend vers 0 plus, ça tend vers plus l'infini. Et donc, ce n'est pas un nombre réel, puisque ce n'est pas un nombre réel, f' de 0, le nombre dérivé de la fonction de racine en 0 n'existe pas, il n'y a pas de nombre dérivé. On dit que la fonction n'est pas dérivable en 0. Ok, donc tangente verticale, pas de dérivée. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Je vous ai dit, il peut se passer ce truc-là. C'est-à-dire quand j'ai ma courbe là, ma fonction, puis j'ai un truc comme ça. Ici, il faut que je le fasse vraiment. Il y a une espèce de petit angle là. Et bien quand vous aurez un truc comme ça, il n'y aura pas de dérivée en ce nombre-là, 4. f' de 4 n'existe pas. On peut le voir graphiquement, parce que, en fait, regardez à quoi ressemblent les tangentes. Ben, si j'arrive par ici, donc je me rapproche là, en fait, on voit que la tangente, elle est plutôt comme ça. Là, c'est un peu, quand j'arrive par la gauche, et ben, en gros, j'ai une espèce de tangente horizontale, mais séquente se rapproche de celle-là. Alors que si j'arrive par la droite, voilà une séquente, puis je me rapproche, et là on voit que ça a l'air de tendre vers cette droite-là. La tangente, quand on arrive par la gauche, n'est pas la même que la tangente quand on arrive par la droite. Eh bien, il n'y a pas de tangente. Cette fonction, elle admet aucune tangente au point d'abscisse 4, cette courbe, pardon, et on dira que f n'est pas dérivable en 4. Ok. Donc il y a des fonctions qui ne sont pas dérivables en certaines valeurs comme ça. Dernière chose, pour éclaircir ça, c'est maintenant si on essaie de réfléchir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire graphiquement la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle? Ben, ça montre une certaine régularité de la courbe, puisque c'est lié à l'existence de tangentes non verticales. Quand est-ce qu'on est sûr que c'est bien dérivable? Quand vous avez une courbe qui a des courbures bien régulières. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des espèces de changements comme ça. Voilà. Là, ici, il y a un point d'irrégularité. Et ce point d'irrégularité, c'est un point de non-dérivabilité. Donc la dérivabilité, c'est lié avec une certaine régularité de la courbure. Pourquoi? Mais parce que, regardez, ce qui nous intéresse, c'est les tangentes. Les tangentes, ça indique les directions locales de la courbe. Ma courbe, là, non, une direction, c'est lié à des droites. Quand on parle d'une direction, on parle toujours d'une droite. Une direction en maths, c'est une droite. Une courbe, ben, on est en train de changer de direction en permanence. Mais regardez, on change progressivement de direction, progressivement, et là, pouf, en une seule fois, on change d'un coup de direction. C'est un cas de non-dérivabilité. Donc gardez en mémoire, même si les calculs de dérivés, etc. sont très numériques, très calculatoires, gardez en mémoire graphiquement que la dérivabilité, ça montre une certaine régularité de la courbe et de la courbure. Ok? Et évidemment, on a vu l'année dernière le plus important, c'est que chaque fonction dérivable admet donc des fonctions dérivées,
et que ces fonctions dérivées donnent des informations sur la fonction. En particulier, elles vont nous aider à étudier les sens de variation des fonctions. Mais cette année, elles vont nous permettre encore plus d'aller un peu plus loin. On va plus étudier les courbures. Parce que c'est bien beau de savoir qu'une fonction est croissante, d'avoir démontré la fonction est croissante sur un intervalle. Oui, mais on peut être croissant comme... Celui-là, il ne veut plus. Elle peut être croissante comme ça. Elle peut être croissante comme ça. Elle peut être croissante. C'est déjà pas les mêmes croissances. Et bien cette année, on va s'intéresser avec les dérivés et un petit peu plus à savoir est-ce qu'on va être dans une croissance de plus en plus rapide, régulière, de moins en moins rapide, avec des changements. D'accord? Donc on va compléter ce qu'on a sur la dérivation, on va compléter nos formules pour ensuite compléter les études de fonctions. Allez, j'ai assez parlé. On y va pour des petits calculs de dérivés simples. Vous avez toutes vos formules, donc là il va falloir en faire plein. Donc je commence quand même par des... Là c'est moi qui les rajoute. Je ne sais pas si vous aviez... Vous pouvez... c'est avant de coller la deuxième. Hein. Normalement vous avez vos deux tableaux. Avant qu'on parle de composition, parce que ça va être ça quand même qui va nous intéresser. Rajoutons quelques exemples. Ok, donc... Cette fois, l'année dernière, je n'ai pas été très exigeant sur la justification de la dérivabilité des fonctions, mais on est en terminale. Et donc, cette fois, on va justifier la dérivabilité des fonctions. Donc, la consigne, ce serait dériver les fonctions après avoir justifié de la dérivabilité. Si vous avez regardé donc le corrigé du devoir maison sur la fonction exponentielle, je vous ai fait les justifications des dérivabilités à chaque fois. Donc on va en reparler. Dériver les fonctions après avoir dérivé. Justifier la dérivabilité. C'est un peu... La justification, c'est un peu... comme si on se donnait l'autorisation de pouvoir dériver, puisqu'on sait que toutes les fonctions ne sont pas dérivables. Donc si on veut utiliser des formules de dérivés et calculer des dérivés, il faut expliquer pourquoi c'est dérivable. Premier cas, f de x est égal à... Allez, on va prendre du simple. 4x moins 7 sur moins 3x plus 2. Et puis, vous allez me donner son ensemble de définitions de tête là. Quel est son ensemble de définitions? Oui? R. Non. Ben non, c'est pas R. Il y a... Oui? Ah non, mais moins défini à moins de tiers exclu. Non. Oui, Anaïs? Oui, c'est 2 tiers la valeur intérieure, pas moins 2 tiers. Remplace x par 2 tiers, ça te fera moins 2 plus 2, 0. Ok? Donc c'est R privé de 2 tiers. Et alors au lieu de le faire, Léo, ce que tu voulais dire, toi c'était une réunion de 2 intervalles, on peut l'écrire mathématiquement comme R privé de 2 tiers. Comme ça. Mais tu peux l'écrire moins l'infini 2 tiers, union 2 tiers plus l'infini. Attention, c'est dans cet ordre-là. Pour le 2 tiers plus l'infini, pas plus l'infini 2 tiers. Ok. Mais autant l'écrire comme ça. R privé de 2 tiers, il n'y a qu'une valeur interdite. Si vous ne la voyez pas, il suffit de calculer moins 3x plus 2 égale 0. Et on résout l'équation moins 3x plus 2 égale 0. On va trouver qu'x égale 2 tiers. Or, un quotient, vous vous rappelez, le dénominateur n'a pas le droit de s'annuler dans un quotient. Sinon, ça fait une division par 0 qui n'existe pas. Ok, alors, dériver les fonctions après avoir justifié la dérivabilité. Bon, là, qu'est-ce qu'on se dit? On reconnaît tout de suite la forme. N'oubliez pas que dans les deux tableaux que vous avez, c'est le deuxième tableau qu'on regarde toujours en premier, auquel on fait référence en premier. Et pour ça, on doit se dire quelle est la forme de cette expression. Vous ne regardez pas le 4x moins 7, vous ne regardez pas le moins 3x plus 2, vous regardez la forme générale de la fonction. Et ça, c'est un
quotient. C'est donc du U sur V. Ok, quand est-ce qu'un quotient est dérivable? Un des deux, de la fonction en haut et en bas, c'est dérivable. Oui, alors je l'ai mal formulé, j'aurais pas dû dire quand est-ce qu'il est dérivable, j'aurais dû dire, parce que ce n'est pas une condition nécessaire. On pourrait très bien imaginer que cette fonction ne soit pas dérivable, celle-ci ne soit pas dérivable, et pourtant le quotient est dérivable. Mais nous, on s'en sert dans l'autre sens, on dit, si le numérateur et le dénominateur sont dérivables, alors le quotient sera dérivable. Et on a même la formule pour la dérivée, c'est la dérivée de U sur V. Il manque juste une chose, il faut aussi que le dénominateur ne s'annule pas. Donc la justification, c'est on dit f est dérivable. Voilà la phrase que je vais vous demander d'écrire à chaque fois que vous ferez une dérivée. F est dérivable sur R privé de 2 tiers comme quotient. C'est la phrase après. C'est celle qui est un peu la plus longue à écrire parce qu'il va falloir dire dont le dénominateur ne s'annule pas. Comme quotient de 2 fonctions dérivables. Alors pourquoi elles sont dérivables ces fonctions-là? Parce que ce sont des fonctions affines. C'est des fonctions de référence. Comme 2 fonctions, on aurait pu dire comme 2 fonctions affines. Mais si vous me dites comme 2 fonctions dérivables sur R privé de 2 tiers, en fait elles sont dérivables sur R, mais c'est surtout que sur cet ensemble-là, elles sont toutes les deux dérivables sur R privé de 2 tiers, et dont le dénominateur ne s'annule pas. Alors, quand ça pourra arriver que dans un exercice, je vous dise dériver des fonctions sans justifier de la dérivabilité. Mais si je ne dis pas sans justifier de la dérivabilité, il faudra écrire cette phrase-là avant d'écrire ceci. Pour tout x appartenant à R privé de 2 tiers, f' de x égale. Allez, chacun me calcule la dérivée ensuite. Donc évidemment, toutes ces formules de dérivées, là, ces calculs de dérivées, c'est un prérequis indispensable pour ce chapitre-là. Il faut vraiment vous réentraîner. L'année dernière, on en a beaucoup fait. Vous avez des petits interros avec dérivées des fonctions, etc. Il faut les refaire pour vérifier si vous n'êtes pas encore capable de le faire, avant qu'on rajoute les nouvelles formules. Alors, Guillaume, à toi. Ouais, 4. Dérivée de x plus b, on peut mettre c'est ok, 4. Fois x plus b, moins 4x moins 7, Ouais, 3. Le tout sur. Ok. Donc ça, c'est ta dérivée, mais on est d'accord que cette fois, on ne va pas la laisser sous cette forme-là.
On va simplifier tout ce qu'on peut simplifier. Il faut imaginer que à chaque fois qu'on va dériver des fonctions en terminale, c'est parce qu'on va les réutiliser. Et donc, il faut évidemment pas laisser sous cette forme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier un peu le numérateur? Ici, quand vous pouvez factoriser, vous factorisez, parce que la forme factorisée sera toujours préférable et toujours meilleure pour résoudre des problèmes. Mais ici, il n'y a pas de facteur commun. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est développer, réduire. Donc, on développe, on réduit. Ça nous fait donc du moins 12x plus 8. Là, je vous conseille de faire, pour ne pas vous tromper de signe, de faire comme si le moins 3 était écrit devant. Donc, moins 3, ça fait plus 3. Et c'est le plus 3 que vous développez. Plus 3 fois 4x plus 12x, plus 3 fois moins 7, moins 21. Ok, ça tombe bien, plus 12x moins 12x, ça s'élimine, et il nous reste 8 moins 21, ça nous fait du moins 13 sur moins 3x plus 2 au carré. Ok, c'est bon? Ok, ça c'est un peu la formule souvent que vous connaissez le mieux de première, u'v moins uv' sur v carré, on la prend comme une récitation, et celle-là vous la savez bien. Donc il faut quand même attention de pas commuter, comme ce sont des soustractions, ça vous ferait faire des erreurs. Vous vous rappelez que ce qui nous intéresse souvent dans la dérivée, c'est son signe, pour pouvoir en déduire les variations de la fonction. Or, vous voyez que sous cette forme-là, ce serait très facile d'étudier le signe de cette dérivée. 1 carré est toujours positif, moins 13 est toujours négatif, strictement négatif. Et donc, par quotient, par règle des signes, c'est toujours négatif. Ok? Bien. Je voulais vous dire tout à l'heure, vous vous rappelez, on a parlé de racine carrée de x, et on a dit racine carrée de x, son ensemble de définitions, c'est R+, son ensemble de dérivabilité, c'était R plus étoile. Et regardez l'expression de la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Or, l'ensemble de dérivabilité d'une fonction, en fait, ça correspond à l'ensemble de définition de sa fonction dérivée. Et vous voyez bien que cette fonction-là, x est sous une racine, donc c'est toujours du R+, mais cette fois, x ne peut pas s'annuler parce que comme c'est un dénominateur, ça ferait une division par 0. C'est pour ça qu'il y a la petite étoile. Des fois, vous n'avez pas idée de l'ensemble de dérivabilité, mais vous savez dériver la fonction, dérivez votre fonction et puis vous verrez bien sur quel ensemble la fonction dérivée est définie. Et ce sera l'ensemble de dérivabilité de la fonction initiale. D'accord? Ok. Un autre? Alors, si je vous dis une dernière là, comme ça, puis après on va parler de composition quand même. Ah, il ne nous restera pas assez de temps. On parlera de composition demain. Hein, c'est pas grave, on a déjà fait des choses. Alors, si je vous dis g de x égale, pour l'instant je fais du simple, hein, racine de x exponentielle de x moins 7 cosinus x. C'est simple que ça, mais allez. Alors, qu'est-ce qu'on devrait raconter pour la dérivabilité là? Si on veut bien le rédiger, il faudrait expliquer pourquoi ce petit morceau-là est dérivable, cette fonction-là, celle-ci, et donc celle-ci. Mais on vous demandera de justifier, on va dire, de faire qu'une phrase, même s'il y a plein de fonctions. En gros, la forme générale, la première que vous appliquez. Alors là, on dirait quoi? Cette fonction, elle est dérivable sur quoi, à votre avis? D'abord, quel est son ensemble de définitions? Oui? Andrea? Ah bon, l'exponentielle est définie sur les entiers? Exponentielle de 2,5, ça n'existe pas? Bah si. Je te rappelle que la fonction exponentielle, hein, sa courbe représentative, c'est ça, hein, elle est définie, exponentielle n'a pas de valeur interdite, c'est défini entre moins l'infini et plus l'infini. Oui? 0 compris ou pas compris? Oui.
elle est définie sur R+, en fait, la seule problématique qu'on va rencontrer, c'est racine de x. Exponentielle est définie partout, cosinus est défini partout. N'oubliez pas que la fonction cos, même si on en reparlera, c'est ça sa représentation graphique. C'est une sinusoïde comme ça. Elle n'a aucune valeur interdite. La seule fonction qui a des valeurs interdites, c'est racine de x. Bon ben voilà, racine de x est définie sur 0 plus l'infini. R+. Sur quoi elle va être dérivable cette fonction? À votre avis? Si vous n'avez pas idée, peut-être que vous allez dire, vous allez faire la dérivée et regarder quel est l'ensemble des dérivabilités, mais rien qu'à regarder, ça va être dérivable sur quoi? Bah oui, à cause de racine. Parce que vous savez que racine de x n'est pas dérivable en 0, il y a peu de chances que cette fonction le soit. Bon, alors, on est sûr en tout cas que sur R plus étoile, comme elles sont toutes dérivables sur R plus étoile, même racine de x, cette fonction sera dérivable sur R plus étoile, puisque ça c'est un produit, ça aussi, et puis en fait on a une somme de deux fonctions dérivables sur R plus étoile. Donc, ici, on va dire, la fonction g est dérivable sur R plus étoile. En fait, ce qu'on fait souvent en maths, c'est pour ces histoires de dérivabilité dans le secondaire, dans le supérieur, c'est que on regarde l'ensemble dans lequel on est sûr que tout est dérivable, et après on regarde les cas un peu limites. Par exemple, là on est sûr que c'est dérivable sur R plus étoile parce qu'elles sont toutes dérivables sur R plus étoile. Le cas limite, ce serait en 0. On peut regarder après en 0 pour la dérivée, est-ce qu'elle va être dérivable en 0? Et ça, on pourrait regarder spécifiquement en 0. Bon, on est un peu au-delà du programme de terminal, donc pour nous, on dira G est dérivable sur R plus étoile comme somme, même si c'est une différence, hein, comme somme de deux fonctions dérivables sur R plus étoile. D'accord? On ne va pas dire qu'ici on a un produit, etc. Ok, ensuite, allons-y pour la dérivée. Pour tout x appartenant à R plus étoile, g' de x égale. Vous remarquez que je remets toujours le quantificateur à chaque fois pour tout x appartenant avant d'écrire g' de x. Il faut vous habituer, il y en a qui, dans le devoir maison, qui rédigeaient bien, d'autres un peu moins bien, là, surtout sur les suites. Hein. Pareil pour les fonctions. Allez, calculez-moi cette dérivée, on regarde un petit peu ce que vous avez fait. Moi, je vais vous rendre vos contrôles. Alors, cette fois, il y a le corrigé. Hein. On va taper le corrigé. À revoir pendant les vacances. Pareil. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas laisser complètement de côté quand on est passé un peu à côté. Même si c'était quand même globalement pas mal.
Ok. Alors, qui veut me dire un peu ce qu'il a trouvé? On voit un peu si c'est bon. Léo, tu me dis? Tu les as trouvés? Non? T'es pas inspiré? Oui, attends, je vais plutôt l'écrire là. Égale 1 sur 2 racine de x. Oui. Bon, alors, plusieurs problèmes. Tu as fait l'erreur classique, Léo. Tu t'es concentré que sur les petites fonctions. Or, la première règle, c'est de se dire, à chaque fois tu dois te poser la question, quelle est la forme générale avant de dériver? Quelle est la forme générale de tout ça? C'est une différence ou une somme, donc il va falloir dériver chaque petit morceau. On prend ce morceau-là, chaque terme. Quelle est la forme de ce terme-là? C'est un produit, c'est du U fois V. Et il faut aller voir dans le tableau U fois V. Et la dérivée du fois V, c'est pas U' fois V'. La dérivée du U fois V, c'est... Vas-y. Et ouais, et ça, tu l'as pas vu. D'accord? Donc U', ça c'est U, ça c'est V. Donc U', c'est la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, fois V exponentielle de x, plus... Là, c'était U' fois V, plus, vas-y, racine de x, fois V', dérivée d'exponentielle de x. Ouais, ça c'est la fonction la plus sympa, à dériver, puisque ça tombe sur elle-même. Ok. Et maintenant, il faut dériver ça. C'est de quelle forme? C'est le produit d'un nombre fois une fonction. C'est du k fois u. Et c'est dans notre tableau aussi, k fois u. Quelle est la dérivée de k fois u? Ku', autrement dit, toi tu l'avais enlevé la constante, mais il ne faut pas l'enlever. Elle y est encore, la dérivée de k fois u c'est Ku', donc ça va faire moins 7 fois, et là on dérive cosinus x. Dérivée de cosinus x. Bon. Ou alors je me suis trompé. J'ai écrit cos x? Ah oui. Oui? C'est moins sinus x. Hein. Tu le vois dans ton premier tableau? C'est bon? Donc la dérivée de cos, c'est moins sinus de x. Ok, ça nous fait donc 1 sur 2 racine de x fois exponentielle de x, que je peux écrire exponentielle de x sur 2 racine de x, plus racine de x exponentielle de x, plus 7 sinus x. Elle n'a pas une forme super hein, pour l'étudier celle-là, mais même si on mettait au même dénominateur, qu'on essayait de transformer un peu, on pourrait. Mais le fait d'avoir un sinus qui traîne avec des racines et des exponentielles, on ne va pas de toute façon avoir une forme très intéressante. Donc on ne va pas aller plus loin pour cette forme-là. Des fois on ira un peu plus loin, on mettra au même dénominateur, des choses comme ça. Mais là c'est pas utile. Ok? On va s'arrêter là? Je vous donne rien de spécial à faire pour demain. Regardez, commencez à regarder un peu votre contrôle si vous voulez, ou peut-être que vous avez d'autres trucs à faire. Donc demain, on va s'intéresser à rajouter les formules de composition. Voilà, donc on complète un peu le formulaire, et une fois qu'on aura complété le formulaire, eh ben, l'idée, ça va être d'utiliser toutes ces dérivées pour étudier les fonctions. Ok? Allez.